la liberté. Parlons racisme. Oui, osons parler de couleur de peau, de rejet de l'autre, de préjugés, de discrimination, de privilèges et de toutes ces formes d'injustice. Osons parler même du racisme qu'il y a chez nous. Il faut soulever ces tabous, briser le silence et accepter d'affronter nos réalités, celles du racisme systémique. Bienvenue dans À voix haute, un balado en 10 épisodes signé La Liberté en collaboration avec Noir et Fier. Wilji Sagosa, directeur artistique du festival Noir et Fier et co-directeur de ce projet, est la voix de cet épisode. Épisode 4, le monde du travail et des institutions. Le travail structure nos sociétés et par conséquent nos vies. C'est un espace où l'on bâtit, où l'on évolue et qu'on espère synonyme d'équité et d'épanouissement. Malheureusement, le monde du travail et des institutions ne fait pas exception. Le racisme systémique y est bien répandu. Le racisme s'exprime à travers des pratiques, des politiques et des biais souvent inconscients. Que faire face à l'exclusion, à la douleur et à l'injustice quand on a besoin du travail? Comment transformer nos institutions? Et quel est le rôle des leaders dans cette transformation? Réponse dans ce nouvel épisode. Nous avons rencontré Stanislas Bell. Il est manager au Musée canadien pour les droits de la personne. Originaire du Cameroun, Stan est arrivé au Canada quand il était encore enfant, avec sa mère, son frère et ses sœurs. Ses expériences personnelles ont forgé une immense force intérieure. Il nous raconte son cheminement face au racisme, notamment dans le monde du travail. Mon premier contact avec le racisme, en fait, c'est-à-dire la réalisation du racisme, arrive quand je commence à travailler au musée il y a 5 ans. Et je suis déjà un jeune adulte. Je ne suis pas un enfant. Mais ce qui m'a gardé, en fait, ce qui a fermé mes yeux au niveau du racisme pendant toutes ces années, c'est le fait que, parce que je sortais d'une expérience vraiment dure et traumatisante en tant qu'enfant, j'avais déjà compris que tout ce qui allait être négatif, tout ce qui allait être envoyé à moi, qui allait être dur et brutal, le rejet, pour moi, m'a rendu fort et m'a poussé à vouloir devenir plus fort. Ce qui a fait que je fermais mes yeux à tout ce qui était raciste. Pour moi, c'était normal. Arrivé au musée, il y a beaucoup plus d'éducation beaucoup plus d'éducation qui est donnée au personnel, à moi. Et je commence à voir des réalités qui m'affectent vraiment. Mais parce que dans plusieurs entreprises, on n'en parle pas de façon ouverte. Ce sont juste des actions et des ressentis. À mon lieu de travail, on en parle beaucoup, dans tous les sens du terme. Et c'est là que je comprends, oh mon Dieu, il y a un problème. Et je me rends compte que même en tant que noir, j'ai été aveugle et j'ai été endormi ou crédule pendant beaucoup d'années. Même au niveau juste des opportunités, au niveau de l'emploi, il n'y en a pas beaucoup. Et quand il y en a, c'est vraiment douloureux. Et la partie la plus douloureuse, c'est que même quand tu y arrives, et moi je le vis tous les jours, tu as des regards, tu as des mots qui te sont lancés, tu as des actions qui sont posées pour te rappeler que ouais, tu as beau être en position de pouvoir, mais tu n'es pas dans ton pays, tu n'es pas chez toi, ou alors on ne te respecte pas. Et là, tu dois travailler 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus. Je dis toujours aux gens que lorsqu'on grandit, et moi, je me suis fait dire aussi la même chose. J'ai un grand frère qui m'a dit quand je suis arrivé à Winnipeg que dans cette société, tu vas devoir comprendre que pour nous qui sommes d'une communauté dite inférieure, on doit travailler 2 fois plus pour avoir la moitié de ce que les gens de cette communauté, ces gens qui ont le pouvoir, les oppresseurs, entre guillemets, juste pour qu'on se comprenne, j'aime pas trop utiliser le mot blanc, le terme blanc. J'ai l'impression de me sentir raciste. Mais bon,
la personne me disait, on doit travailler 2 fois plus pour avoir la moitié de ce que ces personnes ont. Si tu fais les calculs, ça veut dire que si je dois travailler 2 fois plus pour avoir la moitié, pour pouvoir avoir le plein, il va falloir que je travaille 4 fois plus. Et pour pouvoir dépasser, il va falloir que je travaille 5-6 fois plus. Donc déjà là, c'est une réalité à laquelle je me disais, est-ce que c'est vrai? Et elle est vraie. La réalité, elle est vraie. Leslie Hackett, thérapeute spécialisée dans les questions raciales, confirme l'expérience de Stanislas. C'est quelque chose qu'elle observe chez des patients, les conséquences du racisme au travail. Ce qu'elle décrit d'ailleurs, c'est le concept du racisme systémique à l'intérieur même des institutions et des espaces de travail. Ça peut vraiment nuire à l'épanouissement et le rendre très difficile. Je parle avec beaucoup de personnes qui ont vécu des expériences racistes au travail et c'est vraiment frustrant, décourageant parce que on doit gagner sa vie, on doit aller au travail, on n'a pas comme vraiment le choix, mais c'est vraiment difficile quand le travail est une source constante des mauvaises expériences. Ça peut faire que les gens commencent à redouter le travail et se sentir vraiment épuisés et avoir même peur de rentrer au travail. Ils peuvent se sentir trop découragés pour reconnaître leur propre potentiel et de avoir comme l'ambition d'avancer dans leur travail ou la carrière de choix parce qu'ils ont eu tellement de mauvaises expériences dans leur milieu de travail. Ils sont souvent pas pris au sérieux par les gens dans les ressources humaines. Ils n'ont pas l'occasion, l'opportunité de chercher des avancements ou des promotions dans la compagnie, par exemple. Ils se trouvent souvent dans les situations de travailler plus fort que leurs collègues et sans avoir les mêmes récompenses ou la même reconnaissance par les patrons. Et s'ils se plaignent ou s'ils expriment ça, ils sont critiqués pour être trop sensibles ou d'exagérer ou d'avoir une réaction exagérée. Et ils sont critiqués et leurs collègues, les patrons, les ressources humaines, le personnel dans les ressources humaines peuvent dire qu'ils ont exagéré l'existence du racisme dans le milieu parce qu'ils veulent nier la réalité de ce qui se passe. Il y a la partie pouvoir et là tu te retrouves dans la partie, je ne veux même pas l'appeler diversité, mais juste dans le fait que tu as beaucoup plus de personnes de la communauté dite supérieure qui justement ont du pouvoir. Un exemple très simple, dans beaucoup d'entreprises, on se retrouve même dans mon propre travail, parce que je parle de mon expérience, même au niveau du travail, dans ceux qui ont du pouvoir au niveau des managers, des gérants, des responsables, je peux peut-être en avoir, je l'ai, mais je me retrouverai toujours sur une table où en majorité, ce seront les personnes de couleur blanche qui l'ont. Et comme je dis, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, dépendamment de comment ce pouvoir est utilisé. Et c'est un cercle vicieux, parce que, et quand je me mets à y penser, ça me donne des maux de tête en fait, mais je fais l'effort d'y penser. Lorsque nous donnons des opportunités aux gens de la communauté noire ou des autres communautés qui ont souffert par rapport au racisme ou à la discrimination, on ne se rend pas souvent compte des trajectoires ou des chemins qui ont été pris par ces personnes-là. Oui, on va dire, on va essayer de leur donner plus de points parce qu'ils viennent de la minorité. Sauf qu'ils n'ont pas eu accès à l'éducation. Ils n'ont pas eu accès à certaines choses que les Blancs ou les autres ont eu. Ils n'ont pas eu accès à ça. Donc au final, même si on crée des systèmes pour leur donner des opportunités, quand ces personnes-là arrivent le jour de l'épreuve, ces personnes peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Elles seront toujours en bas parce qu'il y a eu tout un chemin ou des obstacles qui ont été créés, qui font en sorte qu'ils n'auront, malgré les opportunités équitables qu'on essaye de créer, qui font en sorte que quand ces personnes arrivent, elles n'auront pas l'opportunité. Donc l'opportunité est présentée,
Je veux dire, si on ouvre plus d'opportunités en disant on cherche des personnes de couleur de peau noire ou des personnes mexicaines, des personnes de la communauté asiatique, ok. Mais si ces personnes n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, d'étudier, n'ont pas eu la chance de pouvoir d'avoir accès à l'éducation, même si ces points se font donner, vous pouvez remarquer dans le processus de recrutement qu'on demande certaines choses et ces personnes ne les auront jamais. Ouais, ils ont la peau, mais ils n'ont pas le reste. Et c'est là que dans ma tête, je me dis, ok, on a fait cet effort justement au musée. On veut donner des points pour ceux qui sont des communautés minoritaires et des communautés opprimées. Mais cette oppression a fait en sorte que c'est un problème beaucoup plus grave. Ces communautés n'ont pas accès à d'autres choses. Ou quand elles vont, par exemple, elles essayent d'avoir accès aux mêmes choses que... Quand je dis ces choses, je parle de l'éducation, je parle dans la vie de tous les jours. Ces personnes n'ont pas eu accès à des outils qui leur permettent de se présenter justement le jour de l'entrevue, dans mon exemple, et de performer. Vous voyez, et je me trouve que le fait juste d'avoir des points, parce que j'ai la couleur de peau, mais peut-être pas l'éducation qui vient avec, au final, je serai toujours désavantagé. Mais j'ai l'illusion de penser que, oh oui, ma couleur de peau me permet d'arriver parce qu'il cherche de la diversité. Mais il y aura toujours l'excuse de, ok, oui, tu as la couleur de peau, mais est-ce que tu as l'éducation? Par rapport à quelqu'un qui n'a pas la couleur de peau, mais qui aura l'éducation. Donc et je ne dis pas que c'est impossible pour ces personnes d'avoir du travail. Je dis c'est possible, la preuve, je suis où je suis. Mais quand tu regardes, au final, tu te rends compte que les opportunités grandissent, mais au final, il y a des problèmes beaucoup plus profonds à résoudre avant même pour certaines entreprises d'ouvrir ces opportunités-là. Stanislas a évoqué des opportunités équitables. Justement, pour Barthélemy Bolivar, le principe d'équité est essentiel dans la lutte contre le racisme. En fait, pour le chercheur, auteur et intellectuel manitobain et haïtien, agir pour l'équité est fondamental non seulement pour la réconciliation, mais aussi pour la réparation. Moi, je vous le dis sincèrement, ça ne me dit rien. Les Noirs premiers, ça ne m'intéresse pas. Premier Noir président, non. Quand on commence à parler de premier, c'est qu'il y a un malaise dans cette société. C'est que c'est presque impossible. Ça ne devrait pas. Oh, premier Noir qui est monté... C'est quoi ça? On n'est pas des extraterrestres. Pourquoi premier Noir? En disant premier Noir, il y a un malaise. Et je comprends au niveau individuel, ça fait du bien de parler... Obama, qui c'est avant un président noir, de parler telle personne qui est premier docteur A, etc., de Harvard qui est noir. Ce qu'on a toujours remarqué, et c'est pourquoi j'ai peur de ces histoires de premier, parce que c'est de la distraction. 2008, Obama est monté au pouvoir, mais qu'est-ce que ça a changé avec les Noirs sur les rues qu'on a tiré dessus? Parce qu'ils sont noirs. Donc c'est pourquoi ce sont des distractions. C'est un système, chaque fois qu'il voit qu'il est en train de perdre les pédales, crée un mirage et les gens sont pris dans le mirage. On va placer quelqu'un qui vous ressemble à quelque part pour penser que ça change. Non, ça ne change rien. Si n'importe qui aux États-Unis qui est noir et qui a un certain background comme n'importe quel blanc ne peut pas devenir président, la présidence d'Obama ne va rien régler. Jusqu'à ce qu'il ait possible que n'importe qui ressemble à Obama, qui a un portfolio qui se porte bien, qui est présidentiable, peut devenir président. Mais il y a une différence entre une exception à la règle et la représentativité. Quand on dit représentativité, c'est statistique d'abord. Est-ce que ça représente la population qui est là? Donc, statistiquement, est-ce que c'est là? Ça, c'est une chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a la représentativité qu'on va changer les choses. Il faut plus de détails que ça. Il faut aller plus loin. Cette représentativité aussi, elle doit faire sur la compétence. Les gens ne peuvent pas accéder à des postes à cause de leur couleur. Ils doivent avoir la compétence. Maintenant, je dois faire une exception à la règle. Certaines fois, on peut avoir la compétence et pas le même portfolio. Parce que pour que vous ayez un portfolio, il faut qu'on vous ait donné une opportunité d'avoir un portfolio. Et c'est là le grand problème d'équité. OK, oui, vous pouvez
vous avez des compétences. Mais si jamais on ne vous a pas invité à participer à certaines choses, à faire certaines tâches, vous n'avez pas développé ces compétences. Vous n'avez pas ce portfolio-là. Or, pour atteindre un certain degré, certaines opportunités, on va se fier à quoi? À votre portfolio. Mais on ne vous a jamais donné l'opportunité de bâtir un portfolio. Vous voyez? Donc, le système, c'est ça, le système est un peu truqué. Quand il faut réparer, faire grande réparation au niveau d'une ethnie, au niveau de l'équité de genre, etc., il va falloir accepter des gens qui n'ont pas cette expérience-là parce que, historiquement, ils ne l'ont jamais eu. Alors, si vous attendez qu'ils aient l'expérience, ça ne va jamais commencer. Donc, c'est là que vous faites des exceptions. Et puis ça, c'est pas de... ce n'est pas du déséquilibre, ce n'est pas du favoritisme, c'est une situation de réparation en justice. Quand on parle de la vraie justice, c'est une question de réparation qu'on est en train de faire. OK? C'est comme, OK, ces gens-là, ils n'ont pas appris à monter à bicyclette, mais tout le monde est à bicyclette, ils sont déjà en avant. Alors, il va falloir leur donner peut-être une bicyclette à une double vitesse ou avec un petit moteur pour qu'ils aient le temps de se rattraper. Et une fois que le rattrapage est fait, là, on va recommencer avec tous les critères objectifs pour tout le monde, parce que cette objectivité n'est pas une objectivité si vous ne tenez pas compte de l'injustice historique qui a été faite. Stanislas, que l'on a entendu plus tôt, travaillait déjà au Musée canadien pour les droits de la personne lorsque ce dernier a été visé par des accusations de racisme, mais aussi d'homophobie au sein de son équipe. Stanislas a quand même décidé d'y rester parce qu'il croit que c'est de l'intérieur qu'il faut changer les choses. Si je prends juste l'exemple du Musée canadien des droits de la personne, le slogan, il traduit le désir de vouloir s'ouvrir à tous les humains et de créer une sorte d'équité et d'égalité. Mais dans les faits, qu'est-ce qui est vu? Dans les pourcentages, qu'est-ce qui est vu? Ce qui est vu, c'est que, et ça me fend justement le cœur, mais en même temps, ça me motive à vouloir travailler beaucoup plus, c'est que nous n'avons pas de représentation dans ce musée-là. Et je prends l'exemple du musée parce que c'est, comme j'ai dit, c'est l'endroit qui est censé réunir et accueillir toutes les communautés parce que nous sommes tous humains. Nous avons un groupe ici à Winnipeg qui s'appelle Black History Manitoba. Et ce groupe-là, je suis sur leur CA. Je travaille avec eux maintenant. Et quand j'ai assisté à la toute première réunion, leur présidente a déclaré que oui, elle a été honorée au Musée canadien des droits de la personne, mais elle ne s'est pas sentie comme chez elle. Elle n'a pas senti l'accueil, elle n'a pas senti en anglais, elle avait dit, like, she didn't feel like she belonged, that we belong, qu'il n'y a rien qui est fait vraiment pour nous. Et le musée le sait. Le musée a fait une étude au niveau même du contenu par rapport à l'histoire des Noirs et a trouvé qu'il n'y en avait pas assez. Ou alors que s'il y en a, c'est caché, qu'il n'y a pas assez d'exposition. Il y a justement eu un scandale au musée par rapport au fait qu'il y avait des pratiques internes et externes qui se faisaient, qui étaient très racistes, et des pratiques aussi de discrimination. Et la raison pour laquelle j'ai fait partie de ça, j'ai fait partie des gens sur qui l'injustice a été dirigée, et il y a eu un rapport qui a été fait dans lequel j'ai participé en racontant mon expérience et mon histoire. Bien sûr, c'est anonyme, mais j'ai jamais voulu cacher cette partie-là et j'ai toujours été très honnête envers cette partie. Et justement, la raison pour laquelle je suis resté, c'est parce que je me suis dit, on a besoin d'un changement. Et le changement ne peut pas venir de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas attendre que ce soit quelqu'un d'autre. S'il faut travailler, et je me suis défini comme un travailleur au début, je suis prêt à travailler. Et il faut être béni vraiment pour avoir cet esprit de vouloir travailler malgré les difficultés. Et tous les jours, en sortant du boulot, c'est épuisant, c'est difficile. C'est comme si tu sortais d'une guerre et tous les matins, tu dois te préparer à aller en guerre.
Qu'est-ce que cela dit de notre société lorsque le seul musée au monde consacré entièrement à la sensibilisation et à l'éducation sur les droits de la personne est lui-même un reflet du racisme systémique? Après de nombreuses controverses, une nouvelle présidente directrice générale a été embauchée au musée. Aïcha Khan a accepté de participer à notre balado et de nous donner son point de vue. I always knew that we could move forward, that we would move forward because we all move forward from moments in an organization that is in crisis or in reflection. And I thought back then that the way we would do it would be, or that we would have to do it, would be to know that this work would never be over, that we would have to continue this work. We would build structures that would do this work perhaps forever. Does it mean that we haven't made progress? We have made so much progress, and we'll continue to, but the work is never done. And that's, for some people, that I think feels defeating. You know, people say to me, "Oh, you really clean things up," and I say, "Well, or you've sorted that all out." Well, until we haven't, because we're people, and we'll have more people come in, and our world is diverse and complex. So I think understanding that you won't ever finish the work of doing. Creating a more inclusive, creating a place where everyone belongs. You will do good work, and you should congratulate yourself and celebrate it. But don't ever think that it's over. That's what we risk doing, I think. And I think that lens helped us relieve some pressure that we will just do good work, and we will learn, and we will make mistakes, and then we will do some more work. And every time we will, that's what evolving looks like. Il faut naviguer la complexité, de faire le pouvoir, en même temps de faire le pouvoir personnel. C'est, the idea that you will do the work of telling people to treat people like you better is exhausting in and of itself. So pour moi, pour un fan de couleur, des fois c'est exhausting. De faire to advocate. I mean, you're advocating for yourself and part of yourself as a community. And then you also have to remove yourself from that feeling, or you will only lead with emotion. And you can't do that either. You have to pace and constantly balance what it's like to be a leader of color trying to lead people towards greater equity. And of course, it's possible. You have supports, you have allyship. And you are reassuring people that it's okay that you don't know, and we're going to do this together, because I also don't know many things. So you're learning and you're leading and you're navigating. Je pense que c'est la responsabilité des leaders de poser la question de pourquoi. De pourquoi permet de simplifier le monde apparemment complexe et intimidant du travail sur l'équité. Ça, c'est le pouvoir de demander pourquoi est le société comme ça? Pourquoi est-ce qu'on a le racisme aujourd'hui, 2024, et on a le racisme partout, en Winnipeg, en Canada, on a toutes les lois, les codes des droits de la personne dans chaque province et territoire, mais pourquoi est-ce qu'on a le racisme? Poser les questions, ça c'est la responsabilité avec dedans notre organisation, mais aussi au monde. Et je pense que c'est important pour les leaders de penser, de pousser les systèmes et de
to also recognize that notre système sont seulement constitués des personnes. We are the system, all of us. So, parfois, les leaders veulent parler des concepts académiques, de faire les checklists et les plans et les stratégies et les choses qui peuvent changer une organisation et aussi la société. Mais moi, je pense beaucoup c'est la responsabilité des leaders de faire les deux choses, de créer les plans, mais aussi de demander aux personnes to push the people you work with to see themselves as the system, to be in the system, because otherwise we can't change it. So, c'est de changer comment on pense des concepts aussi. C'est une responsabilité. Mais ça, c'est difficile. I'm learning, just like everyone else, how to do that. Aïcha Khan nous rappelle que bâtir une société plus inclusive est un travail qui ne finit jamais. Ce n'est pas un échec, mais une évolution constante. Apprendre, corriger, avancer. Pour elle, les leaders ont une responsabilité essentielle. Poser les bonnes questions et pousser chacun à se reconnaître comme faisant partie du système à transformer. C'est en travaillant ensemble, en acceptant de ne pas tout savoir, que le changement devient possible. Leslie Hackett, thérapeute, approuve les propos d'Aïcha Khan. Le rôle des leaders est absolument essentiel. Changer nos systèmes, nos institutions, reste un travail de longue haleine. C'est une tâche énorme, je pense. Il faut examiner toutes les structures de l'entreprise pour reconnaître ou pour identifier et reconnaître quelles sont les polices qui le rendent plus difficile pour les personnes racisées pour entrer dans cette entreprise, pour être embauchées en première place par cette entreprise. Quelle est comme la culture du travail dans cette entreprise? Quelle est l'ambiance? Est-ce que les gens sont outillés, équipés pour bien faire leur travail et pour surmonter les défis qui sont les défis propres aux personnes racisées que les personnes non racisées ne vivent pas. Et est-ce qu'on peut reconnaître les différences là et qu'est-ce qu'on peut faire pour équilibrer ou pour enlever les obstacles auxquels les personnes de couleur font face dans cette entreprise-là. Et je pense que ça prend une réflexion et une reconnaissance que beaucoup de gens ne sont pas ouverts à faire parce que ça voudrait peut-être dire qu'ils doivent reconnaître peut-être ils ont eu leur emploi à cause du privilège blanc et que quelqu'un d'autre n'a pas eu cet emploi-là à cause de la discrimination. Ce sont des changements très difficiles de mettre en pratique, mais je pense que ça doit se faire. Les choses comme ça, ce balado, ça c'est une étape. Ça me donne l'opportunité de penser qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois croire. Ça, c'est une étape. Et après ça, de penser encore, de parler avec mes collègues, de parler avec mes amis, ma famille. On doit parler de le racisme. Beaucoup d'organisations veulent find a consultant to do the work.
de payer quelqu'un de créer un plan pour nous, qu'est-ce qu'on doit faire, and someone else comes in and says, this is what you should do. And I think sometimes that's a good thing, but you have to do it with your own work. Someone can't tell you what to do. You have to learn in the process. And so, pour nous, on a fait les deux choses. We have to listen to what others want and others tell us to do and give us les guides sont importants, but we have to actually do the work. And I think that's the biggest challenge for organizations, is to realize that someone can't tell you what to do. You actually have to think about it yourself. And that's why it takes so long, because we don't know. Many of us don't know. We're still just trying things, seeing if it works. It's culture building. La culture, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut dire, ça c'est comment créer une culture qui est antiraciste. Il n'y a pas un récit pour faire ça. Nous sommes des personnes qui travaillent ensemble avec des perspectives, des émotions. So we just have to be open to doing some work together, I think. Je pense qu'on doit donner l'espace aux autres, aux des personnes qui sont blanches, pour apprendre, pour pratiquer, pour faire des erreurs. Mais c'est important aussi it's important for people of color, for leaders of color in big systems, to look after ourselves. And when it feels too raw, to step back and let others take the space. It's okay. You don't have to fight every day in every moment. And you only can do that with allies around you, with support, with comfort. So, and in any world, in any group that is seeking equity, you can't do it every day. You have to retreat and energize and do whatever you need to do. Pour moi, c'est ma famille, c'est mes amis. It's just don't think about things for a while, but understand they're there and know that if you know it's the long game, you're always in it. But you get to choose when you're up front and when you are allowed to sit on the bench. And I think for leaders, particularly leaders of color, to have support is important, but to also realize that you don't have to have the answers. You don't change systems alone. I mean, everything you do has an impact, and sometimes wait for the impact. Let it take shape. Let the system move around you. I think that's helpful. Otherwise, if you take that very linear view that you will lead change, you also take that on and you don't bring people with you. So seeing yourself in a system with a very specific role is important to lead, but to give lots of space in that system for it to do the work around you sometimes is important. Plutôt que de chercher des réponses toutes faites, Aïcha Khan nous invite à repenser la façon dont nous abordons le changement. Construire une culture antiraciste, explique-t-elle, n'est pas une recette universelle, mais un cheminement collectif où chacun doit s'impliquer. Et pour construire cette culture, c'est aussi important de ne pas juste demander de l'aide externe. Il faut faire le travail soi-même pour trouver les bonnes réponses. Elle rappelle aussi l'importance pour les leaders, notamment racisés, de trouver un équilibre. Se retirer quand nécessaire, s'appuyer sur des alliés et comprendre que le changement durable vient en équipe, pas en solitaire. Merci aux intervenants de cet épisode. Stanislas Bell, Leslie Hackett, Aïcha Khan et Barthélémy Bolivar. À voix haute est une série balado de la Liberté réalisée en partenariat avec Wilji Sagosa et Noir et Fier. Nous remercions la Fondation canadienne des relations raciales pour son soutien grâce au financement accordé par le gouvernement du Canada,
ainsi que la Société de la francophonie manitobaine. Écriture, entrevue et voix off, Morgane Lemay et Wilgis Agossa. Enregistrement, Mehdi Bérédad, Alicia Régnier et Martha Guerrero. Montage, Alicia Régnier et Mehdi Bérédad. Gestionnaire de projet, Fanny Demeuzy. Co-directeur du projet, Wilgis Agossa. Directrice adjointe, Lisiane Romain. Directrice générale et rédactrice en chef, Sophie Gaulin. Merci au comité de direction du projet, le Conseil jeunesse provincial, la Société de la francophonie manitobaine, l'accueil francophone, le Centre de santé Saint-Boniface et l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba. Retrouvez tous les épisodes de À voix haute sur la-liberté.ca. Écrivez-nous, partagez vos commentaires et n'hésitez surtout pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. La liberté.